coup. C'est quoi les origines de cette guerre? Alors c'est vrai que c'est un phénomène auquel on assiste chaque fois, malheureusement, dans les médias occidentaux, les médias dominants. C'est que tout d'un coup, il y a un événement qui survient et il y a en fait une amnésie sur tout ce qui s'est passé avant. On a juste une photo de maintenant, 24 février, Poutine envahit. Pourquoi? On ne sait pas. On a plusieurs explications. Il est malade, il est psychopathe, il a une soif de pouvoir, il veut envahir les autres pays voisins, il veut reconstituer l'Union soviétique, il va menacer l'Europe. Enfin, on a toute une série d'explications. On a même des psychologues, des psychiatres qui viennent et qui font un diagnostic à distance, ce qui est très sérieux au point de vue déontologique. Et en fait, tous ces événements, mais les autres aussi, les guerres précédentes aussi, sont inexplicables, tout simplement parce que il y a une amnésie, il y a une occultation de l'histoire, y compris de l'histoire récente, pour en réalité un conflit qui était annoncé depuis longtemps et qui était voulu par les États-Unis. Ce n'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre États-Unis-Russie, avec l'Europe malheureusement en petit chien des États-Unis, comme d'habitude. Et cette guerre a vraiment été annoncée. Ceux qui ont un peu suivi les travaux que je fais depuis, genre, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans malheureusement. Hein? Tu étais tout petit alors. Tu étais tout petit. Merci. Savent que j'ai l'habitude de citer un des pires salopards des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, qui avait expliqué tout ce qui se passe maintenant. Il avait écrit un livre de Grand Chessboard, le grand échiquier, comment les États-Unis doivent contrôler le monde, et il y avait vraiment toutes les recettes, tous les ingrédients de la recette. Il faut contrôler l'Europe, il faut diviser l'Europe en jouant Paris contre Berlin. Il faut surtout empêcher que l'Allemagne et la Russie soient des partenaires, ce qui, quand vous regardez une carte géographique, saute aux yeux. C'est normal que l'industrie allemande cherche là des marchés, c'est normal qu'elle bénéficie du gaz naturel. Et ça, c'est le problème parce que Brzezinski avait dit dans ce bouquin le continent où l'avenir du monde va se jouer, c'est l'Eurasie. Parce que voyait bien déjà que le poids de l'économie mondiale se déplaçait vers l'Asie, la Chine, l'Inde, une énorme croissance économique, ça n'a fait que se confirmer. Et il disait, le problème des États-Unis, c'est que ça se joue en Eurasie, Europe-Asie, mais les États-Unis sont loin. Et donc, c'est un handicap pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé dans ce livre? Il était à la retraite, donc il parlait un peu plus brutalement que s'il avait été en fonction. Il a dit, voilà, il faut diviser les vassaux c'est nous, la France et l'Allemagne, il faut affaiblir la Russie, même la diviser en trois. Bien entendu, le pétrole et le gaz n'auraient pas été dans la même région que Moscou, ça c'est normal, ils auraient été beaucoup plus faciles à contrôler pour les multinationales des États-Unis. Et puis, il voyait déjà un peu le risque d'un axe Moscou-Pékin et le risque d'une résistance. Et donc, Brzezinski a annoncé exactement ce qui allait se passer. Il a écrit dans ce livre que je citais dans Monopoly, Le temps à la conquête du monde, il a écrit l'Ukraine est la clé pour contrôler l'Eurasie. Nous devons, nous États-Unis, former un axe Paris, Berlin, Varsovie, Kiev. Et il faisait même une carte, assez moche d'ailleurs, où il faisait un genre de forme pour montrer à quoi il pensait. Et il disait, sans l'Ukraine, la Russie n'est plus du tout une puissance importante et elle cesse d'être un empire. Il voulait dire surtout, elle cesse d'avoir la capacité de nous résister. Donc l'idée, après avoir détruit et fragmenté l'Union soviétique, on a vu des résultats catastrophiques sur le plan économique, social, financier, même la mortalité, etc. Il faut maintenant diviser et fragmenter la Russie et il faut empêcher une alliance Russie, Biélorussie, Ukraine. Et il a même donné la date. Il a dit que ça devrait se situer vers 2005-2010. Et à 2004, on a une tentative de coup d'État à Kiev
avec la révolution dite orange, qui était un truc plutôt soft organisé par les États-Unis, comme ils ont réussi en Yougoslavie et dans d'autres pays. Mais ça a échoué. Et donc, on est passé à la phase 2, Maïdan 2014, c'est simplement la vengeance par rapport à 2004 et à la révolution orange qui a échoué. Et donc, Brzezinski avait annoncé tout ça. D'autres stratèges des États-Unis après lui ont aussi annoncé ou reconnu que les États-Unis étaient derrière le coup. Mais en fait, un bonhomme très très important qu'on a... Oui, mes lunettes viennent de rendre l'âme dans la voiture, désolé. Un autre stratège des États-Unis très très important, c'est George Friedman, qui dirige Stratfor. Il y a des milliers de chercheurs, de scientifiques, etc. Donc c'est le bureau d'études en quelque sorte du Pentagone, de la Maison-Blanche et des grandes entreprises. Et George Friedman disait, ce que nous devons faire, c'est tenir en laisse l'Allemagne et l'Europe. Et donc, ça, dans la Rand Corporation, qui est un autre plus important encore bureau d'études que Stratfor, dans la Rand Corporation, tout ce qui se passe maintenant est annoncé dans un rapport en 19. En 2019, ils ont publié un rapport qui s'appelle Overextending Russia and Destabilizing, carrément, et ils donnent toute une série de choses qu'il faudrait faire pour affaiblir la Russie. Mais c'est très violent. C'est des mesures de sabotage économique, c'est des mesures de campagne soit de diabolisation, c'est des petits affrontements militaires pour l'obliger à intervenir, c'est le soutien à des révolutions colorées, etc. Il y a 47 mesures qui, en 2019, sont indiquées pour affaiblir la Russie. Et clairement, quand il y a un conflit quelque part, la Rand n'est pas en train de dire voilà ce qui pourrait le calmer, voilà qu'on pourra négocier, etc. Au contraire, ils disent voilà comment on peut l'exacerber. Il faut vraiment lire les documents des salauds parce que ce qui est fascinant, c'est que tout ce que je vous dis là, Brzezinski, Friedman, la Rand Corporation, c'est totalement absent des médias qui sont là, paraît-il, pour nous informer. On ne trouvera jamais les textes que je viens de vous dire sur la RTBF, sur RTL, sur Le Soir, sur la Livre, etc. Jamais. C'est vraiment curieux parce qu'aux États-Unis même, ça n'est pas secret, on peut le dire, mais nous, ici en Europe, si j'ose dire, excuse-moi, on doit être plus catholique que le pape et on doit être encore plus aveugle devant ce que les États-Unis veulent. Alors qu'aux États-Unis, il y a des débats. Des débats, cette guerre-là en Ukraine, c'est une bonne chose, il faut qu'elle dure longtemps, il faut qu'on affaiblisse la Russie, il faut qu'on isole la Russie du reste du monde. C'est vraiment, aux États-Unis, c'est dit beaucoup plus franchement. Et donc, on ne peut même pas citer chez nous ce qui se dit aux États-Unis. Je vais vous donner deux exemples de censure très nette sur les objectifs. C'est Kissinger. Vous voyez que je me spécialise ce soir dans les citations de salopard. Mais Kissinger est un type très intelligent et très intéressant. Et qu'est-ce qu'il a dit pas dans une petite entrevue à 3 personnes dans son cabinet, il a dit à Davos, le gratin de l'élite mondiale, à Davos, il a dit l'Ukraine quand même, ils y vont trop fort, ils devraient négocier, ils devraient être prêts à céder des territoires, et il expliquait d'ailleurs que l'histoire de l'Ukraine n'était pas du tout celle qu'on nous présente ici, et que le fait que le Donbass et que la Crimée particulièrement se trouvait en Ukraine était vraiment une bizarrerie de l'histoire, et de Khrouchtchev en particulier. Et donc, Kissinger disait il faut négocier, il faut éviter un conflit mondial, et il a dit ça à Davos, donc pas n'importe où. Je l'ai trouvé un petit peu dans une vidéo et repris aux États-Unis. Et en Europe, silence sur Kissinger, qui est quand même un des stratèges reconnus pour être un des types les plus intelligents pour expliquer ce qui se passe. Une autre personnalité plus positive, excuse-moi Anne, c'est le pape François. Ah oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. Le pape François, il a dit des choses très intéressantes. Il a donné une interview à un journal italien qui est habitué à publier ses confidences. Et il a dit, ce que Poutine fait là, c'est pas bien, l'invasion de la Russie et les souffrances, il faut arrêter la guerre, je lui ai écrit, il n'a pas encore accepté de me recevoir, mais il doit arrêter. Bien. Et après, il dit, mais je réfléchis quand même à ce qui se passe.
Et je constate une chose, et je me demande, disait-il très diplomatiquement, enfin, si les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou ne sont pas pour quelque chose dans la mauvaise réaction de Poutine. C'est quand même génial. Oui, oui. C'est quand même, hein, moi qui ai eu l'éducation catholique pure et dure des jésuites ici un peu plus loin, je n'avais jamais imaginé que j'allais une fois citer positivement un pape, mais il faut. Et ce qui est étonnant, vous allez dire, ah, au moins il aura été cité dans la Libre, qui était il n'y a pas si longtemps, la Libre Belgique Super Catho. Ben non, là, le pape, il est censuré aussi. Donc on se retrouve en très très bonne compagnie, mais il a dit des choses très... Et alors il a dit encore une chose qui est un blasphème, clairement. Il a dit, il y a des intérêts dans cette guerre, et une chose qui doit être arrêtée tout de suite, c'est le commerce des armes, qui est un crime. Il a employé ces mots-là littéralement. Vous l'avez trouvé ça? Vous l'avez entendu ça dans vos médias ici? Rien. Donc voilà, je suis en train d'étudier en fait tout ça. Je vais m'arrêter, hein, oui, pardon. Je suis en train d'étudier tout ça de près et je vous lance un appel aussi parce que avec l'équipe d'Investigation, on a formé un collectif Test Média International. On en a vraiment marre de voir que tout ce que dit Anne depuis des années ne sert à rien, que tout ce que moi je dis, ça ne sert à rien, et que les médias recommencent chaque fois les mêmes principes de diabolisation, la même occultation des intérêts économiques, la même occultation de l'histoire, les mêmes méthodes, etc. Donc, on a préparé, et il est prêt dans un mois, Ukraine, la guerre des images, qui va vous montrer toutes les images par lesquelles on a diabolisé Boutcha, la maternité, on a été interrogé des témoins, on a fait une enquête, on essaie de distinguer le vrai du faux, et je vous prie de croire que c'est vraiment les armes de destruction massive, ça recommence en plusieurs épisodes avec toute une série de thèmes, et ça commence vraiment à bien faire. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont venus ici de s'inscrire pour recevoir la newsletter d'investigation ou au stand de livres qu'on a dû improviser ici, mais il y en a un en haut aussi, pour venir vous inscrire pour recevoir le bouquin, parce que on a besoin de vous. Si Anne et moi, on continue à faire comme ça des conférences de temps en temps à des gens qui sont assez convaincus ou assez intéressés, ben ça sert à rien. Ça ne servira que si chacun d'entre vous... Micro. Non, ça va. Si chacun d'entre vous prend les instruments pour se former et expliquer autour de soi, avec des exemples concrets, parce que c'est comme ça qu'on convainc, comment on nous a menti de nouveau, comment on nous a manipulé de nouveau, et comment, c'est une chose très importante, mais on pourra y revenir, comment, en fait, les journaux qui nous mentent prolongent la guerre, sont en train de prolonger la guerre, et la souffrance des Ukrainiens, et la souffrance de tout le monde, et un trou énorme dans le portefeuille parce qu'on doit payer des F-35 qui ne fonctionnent pas et qui ne serviront à rien. Et s'ils fonctionnent, ils vont aggraver les dégâts, ils vont aggraver tous les problèmes. Et on doit payer pour enrichir une poignée de fabricants d'armes au lieu de mettre cet argent dans les hôpitaux, les écoles et tout ce dont on a besoin ici. Pourriez-vous un peu expliquer c'est quoi le Maïdan exactement, d'où ça vient parce que c'est souvent dit aussi que les événements de guerre ont commencé en 2014. Oui. En fait, dans le bouquin, on analyse les événements précis du Maïdan. Vous savez qu'on a vu des images avec des gens tués, des bâtiments qui brûlent, et que ça a été présenté comme un soulèvement populaire avec le président Yanukovych tirant sur la foule et, à cause du scandale, étant obligé de démissionner. En réalité, d'abord, au niveau des faits, il y a eu des témoignages, notamment au Canada, des études systématiques de vidéos, des enquêtes auprès de témoins, y compris des médecins légistes à Kiev, etc., disant il y a des tués dans la police, il y a des tués dans les manifestants, mais bizarrement, ils ont été tués par les mêmes balles et le même calibre, et dans des positions très spéciales, c'est-à-dire que très souvent, les cartouches arrivent d'en haut. Et donc, l'enquête montre, il y a des témoins, il y a eu des choses filmées, que
des snipers postés au 7e, 8e étage de bâtiments du centre de Kiev ont tiré en même temps sur la police et sur des manifestants défendant Yanukovych, et donc tirant sur les deux camps. Et il y a eu des enquêtes qui ont été directement bloquées. Il y a des médecins légistes qui ont fait pourtant des témoignages. Et ce scénario-là, c'est un scénario qui a déjà été appliqué en Lituanie dans les années 90 et qui a aussi été appliqué, souvenez-vous, à Caracas, lorsqu'il y a eu un coup d'État contre Chavez. On a dit Chavez a tiré sur la foule, et donc indignation, et donc il est destitué, gouvernement transitoire, etc. etc. En réalité, l'étude avait été faite par des caméramans irlandais qui se trouvaient par hasard ce jour-là pour une interview dans le palais présidentiel. Puis il y a eu Maurice Lemoine du Diplo qui a fait une analyse là-dessus. Et des snipers ont tiré sur les deux camps dans lesquels il y avait des morts. Au Venezuela, et des manifestants anti-Chavez. Et il était impossible qu'ils se touchent entre eux parce que c'était des pistolets, il y avait 2 kilomètres de distance et il y avait des bâtiments entre les deux. Donc ils ne pouvaient avoir été tués que par en haut. Mais bien entendu, les médias occidentaux ont dit Chavez, dictateur, il est impopulaire, il tire sur les gens, et il y en a, c'est passé. Donc ça c'est au niveau des événements, et en fait il faut savoir que Yanukovych était le président élu, d'ailleurs beaucoup avec les voix de l'Est et beaucoup avec les voix des russophones. Yanukovych était lui-même un oligarque corrompu et c'était pas un cadeau pour son peuple parce que après la chute de l'Union soviétique, il y a eu, comme en Russie, une privatisation style Far West où littéralement des gens sont venus avec des armes se saisir d'entreprises, parfois se battre entre eux pour savoir qui allait la prendre. Et on a eu comme ça Kolomoïski, Akhmatov et tous des gens qu'on analyse dans le bouquin, et Porochenko, qui vont jouer un rôle très très important. Et il y avait donc un grand mécontentement en Ukraine contre tous les oligarques. D'ailleurs, un appauvrissement terrible, une émigration énorme qui a déjà commencé grâce à la révolution pro-capitaliste d'avant. Et donc, Yanukovych était certainement, je ne dis pas un cadeau pour son peuple, en attendant, c'était le président élu. Et quand il y a eu des conflits, des affrontements, Berlin, Merkel, et Paris, Hollande, surtout Merkel, voulaient que ça se calme en Ukraine, que ça ne dégénère pas. Et ils ont négocié un accord qu'il y allait y avoir des nouvelles élections. Yanukovych a accepté. Et donc, en attendant, il restait, on calmait le bazar et on faisait des élections. Mais ça a été flanqué par terre, il n'y a pas d'autre mot, par les États-Unis et notamment, et particulièrement par Victoria Nuland, qui joue un rôle important dans le nouveau gouvernement de Biden aussi, qui était la vice-ministre des Affaires étrangères. Voilà, elle était chargée de l'Ukraine et de la région. Et Victoria Nuland, on le sait parce que il y a eu une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, qui a été interceptée par les Russes évidemment. Ils ont diffusé une vidéo, mais l'authenticité n'a pas été niée. Et l'ambassadeur, se croyant au secret, lui dit, vous savez, les Européens ne sont pas très contents parce que nous, on met en avant des fascistes ici, il y en a beaucoup en Ukraine, et c'est vraiment des gens pas recommandables, et, je ne pense pas qu'ils doivent aller au gouvernement, et les Européens, quand même, voilà, ils se plaignent. Et Nuland lui répond avec la grande classe de la diplomatie des États-Unis, fuck the EU, c'est-à-dire, nous, on décide, et c'est Yatsenyuk, elle l'appelle par son surnom, qui va être Premier ministre. Celui-là, il ne va pas être dedans, mais il va soutenir de l'extérieur, et celui-là aussi. Et donc, elle fixe les rôles, et effectivement, le bonhomme va devenir Premier ministre, et les autres vont suivre les fonctions. Et donc, on voit dans la déclaration de Nuland, et dans tous ses agissements, qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est contre l'Allemagne et contre l'Europe, comme je le disais, pour affaiblir, et elle veut au contraire amener l'extrême droite au pouvoir parce qu'il y a déjà un plan d'affaiblir la Russie et de la provoquer. Et aussi un plan de faire main basse sur le Donbass parce que c'est la partie riche et industrielle
du pays. C'est là aussi, selon certains, qu'il y a des métaux rares. C'est pas loin de l'Ukraine, grenier à blé, plutôt dans le centre. Et donc, c'est une bataille aussi pour les richesses de l'Ukraine. Et les dès que le gouvernement va être renversé, les multinationales US, Cargill, DuPont, Monsanto, etc., vont foncer là-dessus, acheter des terres, prendre des parts dans des entreprises de l'agrobusiness. Et donc, on est dans une complète bataille entre oligarques qui vont ensuite se battre entre eux pour garder le pouvoir. Et donc, Maïdan est en fait un mythe. Bien entendu, il y avait des gens contre Yanukovych et bien entendu, il y avait des gens qui croient qu'avec l'Europe, ça ira mieux. Il faut demander si c'est vraiment le cas à la Grèce, à la Croatie, à tous les pays qui ont adhéré à l'Union européenne ces 30 dernières années. Mais il y a des gens qui le croient sincèrement. Et en fait, l'Ukraine est un pays divisé de par l'histoire, de par les influences, et avec une forte polarisation. Et les États-Unis, les 5 milliards dont tu parlais, ont servi justement à polariser, à semer la haine, à favoriser les mouvements fascistes qui ont attaqué violemment le Donbass. Et je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou plus tard, mais qui ont en fait se sont comportés vraiment en attaquant terriblement la population civile. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que disait Anne. C'est un point que disait aussi Herman et Chomsky dans Fabriquer un consentement. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, l'armée de Kiev, mais pas les simples soldats, les gens d'Azov et des autres bâtiments, bataillons, régiments, Haïdar et des choses comme ça, ont tiré sur les civils avec des snipers, ont bombardé régulièrement des centres-villes, des marchés. Et donc, d'après l'OSCE, qui est l'observatoire plus ou moins indépendant, il y a eu 14 000 victimes à cause de la guerre déclenchée par Kiev contre le Donbass. Et donc, le Maïdan n'était pas du tout un mouvement démocratique parce que ce qui a suivi, c'est l'annulation de la règle qui reconnaissait qu'il y avait plusieurs langues officielles en Ukraine, l'ukrainien, le russe, le tatar, le turc et d'autres langues, et qu'il y avait un respect, qu'il y avait une autonomie culturelle, etc. Tout ça a été annulé de façon très violente et une persécution antidémocratique contre les populations de l'Est. Sur la démocratie, très vite, il y a 2 petits faits importants à ajouter. D'abord, le grand démocrate Zelensky a interdit 11 partis de gauche ou du centre qui ne sont pas d'accord avec lui. Ensuite, on a systématiquement tué des journalistes. Il existe d'ailleurs une kill list qui est organisée en Ukraine qui indique les identités, les photos et les habitudes personnelles de tous les gens qu'il faut éliminer. Et il y a des journalistes qui ont été effectivement tués ensuite de ça. Et à ce moment-là, sur le site, apparaît éliminé avec une croix et un grand bravo. On a demandé, notamment des associations de journalistes ont demandé que ces sites soient supprimés. Impossible. Et dans le livre dont je vous parlais, on va publier un témoignage extrêmement émouvant d'un photoreporter français qui s'appelle William Roguelon. Et en 2014, il est allé dans le Donbass pour relater ce qui se passait avec, comme je le disais, les troupes de Kiev qui attaquaient les populations civiles. Il est allé avec un journaliste italien et un représentant d'une organisation des droits de l'homme ukrainienne et un chauffeur, bien entendu. Et à un moment donné, ils ont été pris pour cible par un bataillon d'extrême droite, mais officiellement de l'armée ukrainienne. Le journaliste italien et le responsable d'ONG ont été tués sur place. J'ai vu les photos, c'est épouvantable. Lui, il a été blessé à la jambe, il s'est caché, on s'est approché de lui pour l'éliminer, mais il a réussi à se sauver. Et il a réussi à revenir en France et à témoigner. La France ne reconnaît absolument pas ses droits. Ça fait des années qu'il est très handicapé de ce qu'il a eu. Et donc, il a dit clairement, ils sont venus pour nous tuer. Ils ne voulaient pas
qu'il y ait des journalistes qui soient là, occidentaux, et qui montrent ce qui se passait. Et d'ailleurs, les journalistes occidentaux, après ça, sont partis. Donc ça, c'est pour la démocratie de Zelensky. Un peu, ouais. Oui, les accords de Minsk, il y en a eu 2 successifs parce que comme ils n'étaient pas respectés, on a recommencé. Et en gros, c'était donc parrainé par de nouveau l'Allemagne, la France et la Russie. Il y a des réunions, il y a des photos avec Merkel, Hollande, Poutine qui discutent aimablement pour essayer de trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution, à savoir cesser le feu, retrait des troupes, reconnaissance de l'autonomie et des droits qui avaient été violés pour les régions du Donbass. Et donc, il y avait une solution. Et elle n'a pas été respectée par Porochenko, qui était le président adoré des États-Unis et de l'Europe à l'époque, et qui a directement relancé les hostilités. Et les États-Unis ont protégé Porochenko et l'ont armé. Donc, pour revenir sur la question, quand ça a commencé, c'est essentiel de parler de ça. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure qu'il me semble très important de réfléchir comment on peut convaincre les gens. C'est pas facile, hein. Ici, à discuter entre nous dans cette salle, c'est un échange très sympathique, mais c'est pas représentatif de la discussion qu'on a autour de nous. Je sais pas si vous avez déjà essayé dans les réunions de famille ou au travail ou au réveillon. Non, ça, il vaut mieux pas. Mais c'est une discussion pratiquement aussi difficile que celle sur Israël. Mais il faut trouver le moyen d'entrouvrir la porte et d'y aller. Et là, j'ai fait 2-3 expériences avec des amis, des voisins, des connaissances comme ça. On a discuté tranquillement sur la terrasse là. Et ils me disaient, regarde un peu ce qui se passe en Ukraine, regarde un peu l'île aux serpents, regarde ce type-là, brave, qui disent fuck you au navire russe et ils meurent héroïquement. Je dis, vous êtes sûrs qu'ils sont morts? Et finalement, bon, le truc est démonté. Mais comment on convainc les gens? Comment on pas les faire changer d'avis tout de suite, c'est impossible, mais comment on peut leur faire réfléchir en se disant il y a quelque chose qui ne va pas et de se poser des questions. La méthode qui me semble bien marcher, c'est de poser des questions aux gens et de pas trop en dire. Poser des questions, c'est en premier, qui a commencé? Qui a bombardé le premier? Alors là, tout le monde vous dit, c'est Poutine, c'est le 24 février, quelle question idiote. Et donc, là, je dis, ben non, ça a commencé 8 ans plus tôt et c'est l'autre camp qui bombardait. Ah tiens, je ne le savais pas. Pourquoi les médias ne vous disaient pas que l'autre camp, les gentils, les bons, massacraient et ont tué à Donetsk? Ça s'appelle l'allée des anges et vous avez des photos bouleversantes de tous des enfants en bas âge qui ont été tués par les troupes de Kiev. Donc, ça, c'est, je crois, la première question. Une fois que les gens ont compris que ce que Poutine a fait, c'est peut-être pas excellent, mais il faut qu'on indique qu'est-ce qu'il devait faire, parce que ça fait des années qu'il demande à négocier, ça fait des années qu'on lui rit au nez, et en fait, on a toujours dit Poutine a excité les gens du Donbass pour déclarer leur indépendance. C'est faux. Ils se faisaient taper dessus, ils ont dit à la Russie on veut aller chez vous, et Poutine a dit non, vous restez là. Ok, c'est exactement le contraire. Donc ça, c'est pour moi la première question à poser aux gens. Je m'excuse, Georges, mais je crois que si on est dans l'efficacité de la discussion avec les gens, qui a commencé la guerre? C'est toujours la question. Qui a commencé? Et comme je vous le disais au début, on montre une photo et on vous cache ce qu'il y avait avant. La deuxième question à poser, c'est imaginez maintenant que Poutine ou Xi Jinping ou je ne sais pas qui place des bombes atomiques à Montréal, à Mexico et à La Havane. Que font les États-Unis? Ils sourient et ils disent oui, c'est la démocratie, mais vous allez voir que ça va chauffer. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Ils avaient promis solennellement en 89, James Baker à Gorbatchev, Kohl et Genscher aussi au ministre correspondant, ils avaient dit l'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis lors, ils ont ramassé 14 pays et ils sont arrivés à 9 minutes de leur missile de Moscou et ils veulent aller encore plus près. Donc les États-Unis n'accepteraient pas ça. Et même aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent il faut un accord, il faut baisser la menace nucléaire, il faut respecter ça. Et c'est un jeu extrêmement dangereux qu'on est en train de jouer. Et donc la troisième question que je pose aux gens, et je finis par là, c'est pourquoi est-ce que sur Facebook, il était interdit de parler d'Azov
jusqu'au 23 février parce que c'était affiché comme des nazis sur base de sources des États-Unis, le FBI et toutes sortes d'autorités de ce genre qui disaient Azov nazi, et pourquoi le 24 février Azov n'est plus nazi et on peut en parler et c'est magnifique. Donc je crois que quand on a 3 questions comme ça qui répondent à ce que tu as dit, on a aussi une manière de lancer la discussion et de amener les gens à réfléchir. Oui, il y a des contradictions dans ce qu'on nous dit, il faut que je commence à les vérifier. Et je pense, c'est un appel que je voudrais lancer, ce qui me préoccupe maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on va faire pour aider à mettre fin à cette guerre, pour aider à mettre fin à cette dépense militaire. Il faut absolument organiser des débats contradictoires sur ceci. C'est très sympa de discuter avec Anne, j'aime beaucoup. Mais on doit discuter avec le camp d'en face, on doit discuter avec les gens qui, sincèrement ou non, pensent que c'est une bonne chose de prolonger la guerre maintenant et de continuer à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, toujours pour emmerder la Russie. Je crois qu'il y a une responsabilité d'interpeller les journalistes par tous les moyens possibles. C'est un appel que je lance. Demandez-leur pourquoi, dans la démocratie championne de la liberté d'expression, il est interdit à la RTBF, à RTL, au soir, etc., d'inviter Anne ou moi ou d'autres chercheurs, ou bien entendu Chomsky, etc., sur ces questions-là. Pourquoi France Télévisions, l'émission de Tadei à laquelle j'ai eu l'occasion de participer, et de contredire le lobby sioniste, le lobby de l'OTAN, et des gens comme ça. Et là, c'était une émission à armes égales, où on avait vraiment les gens pouvaient se faire une opinion entre les 2 points de vue. Moi, j'en ai été exclu par la décision de Madame Ernotte, PDG de France Télévisions, puis l'émission a disparu, et tout ce qui existait un petit peu, même tard le soir, sur la télévision française où on pouvait discuter, s'est supprimé. Donc, j'ai parfois RT a été et voilà, RT censuré en violation de la loi de l'Union économique. La Commission n'a aucun pouvoir sur la liberté d'expression, donc elle a baptisé ça sanctions économiques contre Poutine, la suppression d'un autre média. Les associations de journalistes sont pas pour ça, mais ils n'osent pas ouvrir, on ne peut pas en parler. Donc je crois qu'on a vraiment une responsabilité, et j'insiste, les médias qui cachent le débat, les médias qui cachent à l'opinion les vraies raisons de la guerre, et surtout le fait qu'on pourrait l'arrêter très rapidement, parce que je rappelle qu'en mars, Zelensky était d'accord d'un statut de neutralité, d'accord de discuter sur et qu'ils étaient proches d'une solution à Ankara entre la Russie et Zelensky. Et donc Biden a foncé à Kiev pour dire à Zelensky stop, on arrête de négocier. Et comme par hasard, Boutcha est arrivé à ce moment-là. Donc je crois qu'on a une vraie responsabilité auprès des journalistes qui se posent des questions, j'entends qu'il y en a, mais qu'ils n'ont pas la liberté de l'exprimer. Il faut imposer un véritable débat, c'est la seule manière de mettre fin rapidement à la guerre et d'arrêter de dépenser cette folie dans des armements. Je trouve que les pronostics, il faut éviter d'en faire. Ce qu'on peut indiquer, c'est une tendance. Si on comprend la raison pour laquelle les États-Unis ont voulu cette guerre et veulent qu'elle ne s'arrête pas, c'est lié à leur déclin économique profond, à leur déclin politique et même à leur déclin militaire. Il faut voir en Irak, il faut voir en Afghanistan. Ils ne sont pas capables de mettre des troupes dans un pays et de gagner une guerre. Donc maintenant, ils la font par proxy, par procuration, en envoyant des autres se faire tuer à leur place. Mais, comme je le disais, le fond du problème, c'est leur déclin économique. C'est une économie en faillite. À part l'industrie de l'armement et 2-3 trucs, il n'y a rien qui fonctionne là. Et d'ailleurs, il faut voir l'état des infrastructures et l'appauvrissement, l'affaiblissement de beaucoup de secteurs économiques. Et donc de la population. Regardez les conditions de travail de Walmart et de tous ces gens-là, l'impossibilité d'arriver à un salaire minimum sérieux, etc. Donc, en fait, dans la pensée de Brzezinski et des autres grands stratèges des États-Unis, toute la question est comment on va rester les premiers le plus longtemps possible. Ils savent que ça ne va pas durer toujours, mais comment on le fait durer le plus longtemps possible. Et donc, cette guerre-ci, c'est un chapitre dans la guerre globale contre la Russie et la Chine. Et devant l'évolution du rapport de force, c'est absolument frappant que les États-Unis
en voulant se maintenir, en voulant affaiblir leurs rivaux, les ont renforcés et ont provoqué cette alliance Moscou-Pékin, qui est maintenant de nouveau une alliance avec beaucoup de forces du Sud. Vous avez l'Amérique latine qui reprend espoir, vous avez une série de pays africains qui font des révoltes contre la France-Afrique absolument magnifiques, et vous avez toute une série de régimes très bourgeois et très à droite en Asie, en Afrique et ailleurs, qui disent, au fond, c'est un peu plus intéressant pour nous de faire du commerce ou du financement avec les Chinois parce qu'ils nous prennent quand même moins. Et donc, le grand problème, c'est comment les États-Unis vont faire pour arrêter leur déclin. À ça, il y a deux issues. C'est que quand les rapports de force changent entre les grandes puissances, ça peut péter, ça peut donner la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est devenue plus forte, elle n'a pas les colonies, elle dit à Londres et à Paris, vos colonies, ça va être pour moi, plus l'Alsace-Lorraine et les Balkans. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la revanche de la première parce que l'Allemagne est de nouveau forte et le capital allemand finance Hitler pour repartager le monde. On est toujours dans la logique de repartager le monde. Et maintenant, les États-Unis, dans leur déclin, et la France et l'Europe avec aussi, se disent, il y a les marchés russes, les marchés chinois, il y a les pays africains, arabes, latinos, il nous faut ça. Et donc, c'est une bataille désespérée pour garder leur domination sur le monde. Il y a deux issues à ça, et là, on ne peut rien pronostiquer parce que ça dépend de nous, ça dépend de la recréation d'un mouvement anti-guerre pour éviter que ça dégénère. Avec Saïd Bouamama, j'avais analysé dans La gauche et la guerre le drame des forces de gauche, même dans la gauche dite radicale, surtout en France, qui adoptent une attitude hésitante sur la guerre, qui ne la combat pas frontalement, qui ne s'occupe pas de recréer un mouvement anti-guerre. Il y avait des sections du mouvement pour la paix en France, il y avait des choses magnifiques, et il y avait eu des belles actions de syndicats, etc., bloquant des transports, il y avait des choses dans les écoles. Ça a presque disparu, c'est vraiment triste, il faut le reconstruire. Et pour ça, la première bataille, c'est que la gauche radicale ose affronter la désinformation, ose dire oui, il y a des médias mensonges, et ce sont les mêmes à chaque guerre. Et je crois que pour ça, je ne vais pas faire des pronostics, mais je vais encore faire des recommandations. Il y a des gens qui m'ont demandé à l'entrée, est-ce qu'il y aura encore une prochaine conférence? Oui, on va faire quelque chose, mais peut-être dans une forme un peu différente. J'ai envie de faire des ateliers de discussion sur la guerre avec des jeunes, amener les enfants, amener les jeunes des quartiers pour qu'on discute comment, premièrement, pour se rendre compte que ça nous concerne, que c'est avec notre portefeuille qu'on fait la guerre en Ukraine, que cet argent pourrait être employé à autre chose, qu'il y a des problèmes en Belgique et en France, et ensuite, comment est-ce qu'on peut devenir actif dans la recréation d'un mouvement pour la paix? Ça passe, je crois, par la bataille de l'information. Dans le livre, nous étudions, les responsables des États-Unis ont reconnu qu'une grande partie du matériel militaire envoyé en Ukraine, ils ne savent pas où il est. Qu'il est clairement revendu, parce que c'est un régime d'oligarques, c'est un régime corrompu, et donc ils n'arrêtent pas de dire « envoyez-nous des armes, envoyez-nous des armes ». Ils s'enrichissent avec ça, bien entendu. Et il y en a, voilà. Donc, le problème de la corruption qui entoure les armements doit être posé. On a en Belgique des gouvernements qui sont tombés parce que des dirigeants socialistes avaient touché de l'argent de la part pour leur parti ou pour leur poche selon les cas, pour des armements. Et bien entendu, c'est fini depuis, ça n'arrive plus jamais. Mais c'est pas vrai. L'histoire du Qatar, là, quand vous discutez avec des gens qui travaillent autour de l'Europe là, et autour du Parlement, un ami me disait la semaine passée, mais c'est toutes les semaines qu'on me propose un petit café, petit restaurant, vous n'avez pas des besoins, vous n'êtes pas très bien payé, vous n'avez pas, c'est permanent. Et on a eu des éditos enflammés, vraiment, Tarabella, vraiment, ça c'est pas bien, il faut restaurer l'honneur du Parlement européen, il faudrait une enquête générale, vraiment, sur tout ça, il faudrait... j'ai eu l'occasion d'aller dans certaines commissions d'enquête qui se tiennent dans le Parlement européen. Vous avez des trucs qui sont affichés là au Val avec George Soros qui finance ceci ou ceci d'organisations de gauche, qui financent toutes sortes de trucs. Et alors le fait que le responsable, le plus haut responsable de la centrale internationale des syndicats libres a mis les mains là-dedans, on pose sur le Qatar. Et il le mérite.
entre parenthèses, parce que justement le Qatar, il est en train d'un petit peu se rapprocher de l'Iran et de la Russie. Tiens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose sur le fric des États-Unis, sur le fric d'Israël, qui sont en train de corrompre nos gens, de sorte qu'au Parlement européen, on a fait passer des résolutions absurdes et abjectes qui assimilent le communisme et le nazisme, qui prétendent que l'anti-sionisme, c'est la même chose que l'antisémitisme. Comment des parlementaires européens osent vraiment prononcer cette absurdité historique qui bafoue les livres d'histoire et où ils se prétendent dire comment nous devons penser sur les vérités historiques. Comment? Ben, c'est l'argent qui explique, c'est aussi simple. Dans le même livre que je vous ai cité, là, Thomas Friedman, l'autre, dit il y a beaucoup de gens qui se disent et qui sont étonnés que Netanyahou, il a reçu un applaudissement de 4 minutes au Congrès des États-Unis quand il est venu parler, et il est venu parler contre Obama. Et Thomas Friedman, qui est un type de droite, du New York Times, etc., va-t-en-guerre, il ne devrait pas s'étonner. Hein. Cette ovation au Congrès de 4 minutes, elle a été payée par le lobby sioniste. Ça veut dire qu'on met de l'argent dans la poche de ces congressistes pour qu'ils votent les armements, pour qu'ils votent les saloperies qu'Israël fait contre les Palestiniens, etc. Donc on doit parler de ça. Si nous, on n'en parle pas, les médias et les parlementaires ne vont pas en parler, donc on doit exiger une commission d'enquête beaucoup plus vaste, d'où vient l'argent et pas seulement l'argent du Qatar. Investigation, c'est tout petit. Hein. On est quelques permanents, il y a un tout petit budget. Vous vous imaginez que comme on nous boycotte dans les médias, on ne touche pas le public qu'on pourrait. Donc, venez nous trouver pour acheter les bouquins, pour vous inscrire, pour donner des coups de main, parce qu'on ne peut pas y arriver. Ce que vous dites, c'est bien, mais c'est avec vous que ça va pouvoir se mettre en place. Il faut quand même rappeler qu'en Afghanistan, lorsqu'il y a eu un gouvernement qui a émancipé les femmes, qui pouvaient conduire des voitures, porter les vêtements qu'elles voulaient, aller à l'université, qui a fait aussi une réforme agraire pour sauver les paysans de la féodalité, développer les infrastructures, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont envoyé Ben Laden et des terroristes pour renverser ce gouvernement. Ça a pris encore des années et Brzezinski s'en est vanté. Donc pourquoi est-ce que dans nos médias qui parlent de l'Iran, il n'y a jamais eu une ligne sur cette mémorable intervention de Brzezinski disant « Mais évidemment que j'ai financé les islamistes, c'est un des plus brillants coups de ma carrière. Pourquoi c'est jamais rappelé ?» Donc, je crois que ça doit être mis en perspective. Et ma dernière remarque par rapport à 2 interventions qu'il y a eu, je crois qu'il y a une personne qui a répondu à la précédente sur pourquoi tout ceci. Je ne pense pas qu'il y a besoin de chercher des explications ésotériques compliquées. Je ne pense pas non plus que c'est une guerre de religion. Contre l'oppression, contre la guerre, il y a des catholiques, des musulmans, des juifs, des non-croyants qui se battent ensemble, et c'est très bien, ça doit être beaucoup plus comme ça, il ne faut pas se laisser diviser. Et je crois que la réponse à la question posée a été donnée par la personne suivante. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une analyse structurelle du système économique et social dans lequel nous vivons. Pourquoi, comme le disait Jaurès, le capitalisme porte la guerre en lui comme la nuée porte l'orage. Si nous développons des analyses pour montrer que la guerre est un moyen de domination, un moyen de faire la police dans le monde et un moyen d'imposer les privilèges des multinationales, là, on aura avancé et on aura aussi avancé dans la direction de relancer le mouvement anti-guerre au sein du mouvement syndical. Voilà, je pense que ça, c'est une dimension fondamentale. Merci. Et que c'est un appel, si vous voulez bien, moi en tout cas j'aimerais conclure par ça, que je vous attends auprès des livres qui sont ici, on a un peu improvisé puisqu'il n'y avait pas de table, me voilà, ou en haut, comme vous, ça vous arrange, mais on a vraiment besoin de vous pour concrétiser les choses qui ont été dites ce soir, pour écouter les choses que vous faites, pour écouter les choses que vous proposez, et pour voir si vous pouvez nous donner des coups de main. Parce que, voilà, à l'âge que j'ai, avec une fille et des petites filles, je suis extrêmement inquiet de cette montée de la guerre, du militarisme et du mensonge qui va avec. Merci.